Bonjour à tous, bienvenue sur Vite Magique, la chaîne de cours par correspondance pour sorciers débutants. Aujourd'hui, vidéo récapitulative regroupant les différents points abordés dans chacun des cours. La vidéo risque d'être suffisamment longue, alors commençons sans plus attendre. Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 1. Le survivant. Si comme moi vous vous êtes plongé dans les livres pour en apprendre plus sur le monde des sorciers, découvrir tous les petits éléments inédits au film, ce chapitre débute d'entrée de jeu avec toute sa première partie. Tout commence par la présentation de Monsieur et Madame Dursley. Habitant au 4 Private Drive, ils sont décrits comme des personnes de tout ce qu'il y a de plus normal. Même des personnes allergiques à la normale. Monsieur Dursley était grand, massif, avec une grosse moustache. Madame Dursley était mince, blonde, avec un long cou. Ensemble, ils avaient un petit garçon, Dudley. Bien que prônant la normalité, il gardait pourtant un secret. Madame Dursley avait une sœur, qu'elle n'a pas vue depuis plusieurs années, à tel point qu'elle se disait fille unique. Sa sœur et son bon à rien de mari, un certain Potter, sont aux antipodes de la famille Dursley. Le seul point commun qu'ils partagent avec les Potter, c'est que eux aussi ont un fils. Après cette présentation, l'histoire s'ouvre au matin d'un mardi nuageux. Monsieur Dursley se préparait pour aller au travail, pendant qu'une chouette volait devant la fenêtre. Ce n'était qu'à 8h30, après avoir embrassé sa femme, qu'il prit la voiture. Arrivé au bout de la rue, il se rendit compte qu'un chat lisait une carte routière. Réalisant ce qu'il venait de voir, il y regarda à 2 fois. Il y avait bien un chat, mais pas de carte. Se recentrant sur sa conduite, il continua sa route. Une fois arrivé au bout de la rue, il voulut une nouvelle fois vérifier, mais le félin était à présent en train de lire le panneau du Private Drive. Le regarder, pas le lire. En arrivant en ville, il se retrouva coincé dans les bouchons. Regardant autour de lui, il aperçut tout un groupe de gens portant une cape. Monsieur Dursley avait en exergue tous ces jeunes s'habillant de manière extravagante. Il fut d'autant plus outré lorsqu'il se rendit compte que ces personnes n'étaient pas si jeunes que ça. Comme cet homme à la cape vert émeraude qui était plus âgé que lui. Des personnes faisant la quête pour une œuvre caritative quelconque de toute évidence. Il faut savoir qu'une loi oblige les sorciers à adopter une tenue appropriée en présence des moldus. Et même si la tenue des sorciers peut s'approcher plus ou moins de celle des moldus, chacun dispose d'une cape qu'il porte les grands jours. Grands jours comme celui-ci, daté au 1er novembre 1981, où une armistice fut proclamée pour toute infraction à cette dite loi. Le bouchon se décanta et il put enfin arriver à la Grunning, sa société de perceuse, et commencer sa journée de travail. Sa matinée se passa comme toutes les autres, allant de quelques coups de téléphone à des réprimandes agrémentées de quelques hurlements envers ses employés. Derrière son bureau, vissé sur sa chaise et dos à la fenêtre, il ne vit pas les hiboux qui n'ont eu de cesse de survoler la ville. À l'heure du déjeuner, il sortit se chercher de quoi manger à la boulangerie du bas de la rue. En sortant de la boutique, il croisa le chemin de ces drôles de types habillés de cape, et les entendit parler des Potter, et de leur fils Harry. Pris de panique à la mention de ces 2 noms, sans doute avait-il reconnu le titre du livre, il se mit à marcher avec hâte pour regagner au plus vite la normalité de son bureau. Il passa le reste de l'après-midi à se poser 1000 questions. Devait-il appeler Madame Dursley pour la prévenir? Mais la prévenir de quoi? Après tout, Potter était un nom répandu, tout comme Harry. Et quand bien même, il n'était même pas vraiment sûr que son neveu s'appelait bien Harry. C'était peut-être Harvey après tout. Il finit tant bien que mal sa journée de boulot, et quand il quitta le bâtiment, toujours dans ses songes, il ne vit pas le petit homme qui passait par là et lui rentra dedans. Ce n'est qu'après s'être machinalement excusé qu'il se rendit compte que cet homme-là aussi portait une cape violette, et lui répondit. « Ne soyez pas navré, mon cher monsieur. Rien aujourd'hui ne saurait me mettre en colère. Réjouissez-vous puisque vous savez qui a enfin disparu. Même un moldu comme vous devrait fêter cette heureuse, très heureuse journée. » Il prit Monsieur Dursley dans ses bras et reprit sa route. Notre moustachu s'empressa de se rendre à sa voiture et reprit le chemin du Private Drive. Mais sa mauvaise humeur ne s'arrangea pas sur la route, et empira à arriver chez lui. Car le chat qu'il avait croisé au bout de la rue le matin même se trouvait sur le muret de son jardin, et le fixait d'un air sévère. Après avoir essayé en vain de le chasser, il rentra enfin chez lui, et ne comptait absolument pas parler à sa femme de tous les événements inhabituels auxquels il a été témoin aujourd'hui.
Un peu plus tard dans la soirée, après avoir dîné et couché Dudley, Monsieur Dursley s'installa devant la télé. Au journal, le présentateur pointa le comportement étrange des hiboux qui ont survolé le pays en plein jour. Le présentateur météo, quant à lui, raconta que des téléspectateurs de la côte est de l'Écosse, dans le Yorkshire ou encore dans le Kent, ont signalé des pluies d'étoiles filantes. Pour Monsieur Dursley, c'en était trop. Des pluies d'étoiles filantes, des hiboux qui volent en plein jour, des gens bizarres vêtus de capes, des murmures sur les poteurs. Il devait en parler à sa femme, qui venait de rentrer dans le salon avec 2 tasses de thé. Il aspira un bon coup et lui dit « Pétunia, ma chérie, tu n'as pas eu de nouvelles de ta sœur récemment ?» C'est la première mention de son prénom. Prénom floral, le pétunia est apprécié pour la décoration de par ses vives et diverses couleurs. Mais elle signifie également l'obstacle, le conflit et la colère. 3 adjectifs qui permettent de cerner encore un peu plus le personnage. Après lui avoir répondu froidement que non, elle lui demanda pourquoi. Son mari lui expliqua tous les événements étranges de la journée, sans mentionner les murmures sur les poteurs, mais en émettant tout de même l'hypothèse que ce serait peut-être à cause de leur bande. N'ayant aucune réponse de sa part, il s'hasarda à lui demander comment s'appelait leur fils. Howard peut-être ? Non, elle lui répondit que c'était Harry. Son cœur ne fit qu'un bond, ça l'avait achevé. Il ne dit plus un mot et monta à l'étage. Avant de se mettre au lit, il jeta un ultime coup d'œil au chat, toujours présent et semblait dorénavant attendre quelqu'un. Les Dursley se mirent au lit. Le sommeil fut difficile à trouver. Tant de pensées se bousculaient dans sa tête. Mais après tout, même si c'était lié aux Potter et à leur espèce, en aucun cas cela ne pouvait avoir la moindre retombée sur eux. Cette pensée, bien que totalement erronée, l'apaisa et il s'endormit. Et nous arrivons maintenant à la célèbre scène d'ouverture du film Harry Potter. Un homme apparut à l'angle de la rue, aussi soudainement que sans bruit. Il était grand, mince et très vieux. Il avait une longue barbe argentée, une robe, une cape violette et des bottes à talons. Devant ses yeux bleus, il avait des lunettes en demi-lune qu'il portait sur le bout de son long nez crochu, qui semblait avoir été cassé au moins 2 fois. L'une d'elles sera expliquée durant le 7e tome. Se rendant compte qu'il était observé par le chat, il eut un petit rire et glissa sa main dans sa poche et en sortit un briquet en argent. Après avoir relevé le capuchon, il le leva au-dessus de sa tête et l'actionna. Le lampadaire le plus proche s'éteignit. À la suite de ça, il répéta son geste une 12aine de fois jusqu'à plonger le Private Drive dans l'obscurité le plus totale. À l'instar des films, l'Été Noir reviendra dans 3 autres tomes et sera rebaptisé Déluminateur dans le 7e. Il est également présent dans les crimes de Grindelwald, dans des scènes coupées, mais intégrées à la version longue. Il est aussi présent dans les secrets de Dumbledore. Le sorcier s'avança et alla s'asseoir sur le muret du 4 Private Drive, juste à côté du chat et dit « C'est amusant de vous voir ici, professeur McGonagall. » Non, se rapportant au pire poète de toute l'histoire britannique, l'Écossais William McGonagall. À présent, le chat s'était transformé en une femme à l'air strict, vêtue d'une cape vert émeraude. Après avoir échangé quelques mots, le vieux sorcier souligna au professeur qu'elle aurait pu être à fêter l'événement avec les autres. Mais McGonagall lui dit qu'il aurait été plus sage d'être plus prudent, que même les Moldus avaient relevé des événements étranges dans tout le pays, des vols de hiboux, et même des pluies d'étoiles filantes dans le Kent. Un coup de Dédalus Diggle, elle était prête à le parier. Dédalus est un sorcier dont nous croiserons la route tout au long des 7 tomes. Ne voyant aucune réaction de son compère, elle conclut en lui disant que ce serait bien dommage que les Moldus se rendent compte de leur existence le jour où vous savez qui a disparu. Elle lui demanda « J'imagine qu'il a vraiment disparu, n'est-ce pas Dumbledore ?» Dumbledore. Dumbledore est un dérivé du mot Bumblebee, qui veut dire frelon, car J.K. Rowling imaginait le directeur fredonnant des airs de musique en arpentant les couloirs du château. Mais le directeur, après lui avoir répondu qu'il lui semblait en être ainsi, changea de conversation pour lui proposer un esquimau au citron. Mais McGonagall, jugeant le moment inopportun pour manger une glace au citron, remit vous savez qui sur le tapis. Dumbledore la coupa en lui signalant qu'il ne fallait pas avoir peur de l'appeler par son nom, Voldemort.
même s'il disposait de pouvoirs qu'il n'a lui-même jamais eus. Le professeur lui rétorqua que c'était simplement car il faisait preuve de trop de noblesse pour en faire usage. Le directeur lui répondit qu'heureusement qu'il faisait nuit, car il n'a jamais autant rougi depuis le jour où Madame Pomme-Fraîche lui a dit qu'elle trouvait ses nouveaux cache-oreilles ravissants. Madame Pomme-Fraîche, qui rappelons-le, est l'infirmière de l'école. McGonagall sentait la conversation lui échapper de nouveau, et la recentra sur ce qui lui tenait vraiment à cœur. Elle lui parla des rumeurs. Les rumeurs qui prétendaient que Voldemort était venu la veille à Godric Hollow, village que l'on peut voir dans le 7e film quand Harry Potter se recueille sur la tombe de ses parents. Il s'y serait rendu pour débusquer les Potter, et que Lily et James Potter étaient morts. Dumbledore eut pour seule réponse d'incliner sa tête. « Oh, Albus, répondit-elle. Lily Potter, sœur de Pétunia, elle a aussi un prénom d'ordre floral, prénom affilié à la fleur de lys, qui symbolise l'union maritale, la noblesse des sentiments et surtout l'amour pur. Encore un nom réfléchi pour coller au mieux au caractère du personnage. Tout comme Albus, qui en latin veut dire blanc, qui est le symbole de la sagesse et de la pureté. Elle continua en racontant que les rumeurs ne s'arrêtaient pas là. Il disait aussi que Voldemort a essayé de tuer Harry, leur fils, un bébé, mais qu'il fut incapable et lorsqu'il a essayé de le supprimer, son pouvoir s'est brisé. C'est ainsi que Voldemort a disparu. Comment est-ce bien possible, après toutes les personnes qu'il a assassinées? On ne peut faire que des suppositions. On ne saura peut-être jamais, eut-il pour seule réponse. Pendant que le professeur s'essuyait ses yeux humides, le directeur, lui, sortit de sa poche une montre en or. Mais tout comme le briquet, cette montre n'a pas grand-chose de normal. Elle se composait de 12 aiguilles, et à la place des chiffres, de petites planètes faisaient le tour du cadran. Après l'avoir consultée, il la rangea dans sa poche et en conclut le retard de Hagrid. C'est la seule mention de cette montre dans les livres. Elle n'est même pas présente dans les films. Pourtant, en 2001, le fabricant de montres Fossil a créé en édition limitée à 2500 exemplaires une réplique de cette dite montre. Elle a été plus récemment intégrée dans le 3e volet des Animaux Fantastiques. Dans cette scène, Dumbledore regarde un miroir situé à l'intérieur du clapet de la montre, et on peut y voir croyance. On peut imaginer qu'à cet instant, dans notre récit, il y voit Hagrid survolant le pays. Dumbledore expliqua sa raison de sa venue ici. C'était pour y confier Harry aux Dursley. Mais McGonagall vociféra contre cette idée, en expliquant tout ce qu'elle a vu dans cette maison aujourd'hui, et en conclut que la famille Dursley était tout ce qu'il y avait de plus éloigné d'eux. Le directeur tenta de la rassurer, mais avec fermeté, en lui expliquant que c'était le meilleur endroit pour lui, et qu'il avait écrit une lettre pour les Dursley. Dumbledore a dû trouver les bons mots pour les convaincre, étant donné qu'ils ont tout de même gardé Harry. Mais il faudra attendre le 5e tome pour que son contenu nous soit révélé. Les deux sorciers continuèrent à débattre du sujet encore un moment, quand tout d'un coup, ils furent coupés par un grondement sourd au-dessus de leur tête. Hagrid se posa devant eux, chevauchant une énorme moto. L'homme y est décrit comme faisant à peu près 2 fois la taille moyenne et était également 5 fois plus large. Il tenait dans ses énormes mains de la taille d'un couvercle de poubelle un tas de couvertures. Dumbledore lui demanda où avait-il bien pu dénicher cette moto. Le géant lui expliqua que c'est le jeune Sirius Black qui lui avait prêté. Sirius Black, qui sera un personnage central du 3e tome et récurrent par la suite. Hagrid, quant à lui, joué par Robbie Coltrane, mesurant 1m85, était doublé pour les plans larges par l'ancien rugbyman Martin Bayfield, qui lui mesurait 2m09. Il portait un masque moulé sur les traits de Robbie et des prothèses au niveau des mains. C'est souvent à cet endroit qu'il faut regarder pour savoir quand le rugbyman prend la relève. Il a donc fallu créer tous les costumes et accessoires strictement à l'identique, en 2 tailles différentes pour chacun des hommes. Les 2 professeurs s'approchèrent et observèrent le bébé emmitouflé dans le tas de couvertures. Sous sa touffe de cheveux noirs, il avait sur son front une étrange coupure en forme d'éclair. Dumbledore le prit dans ses bras et alla le poser délicatement sur le pas de la porte, et déposa entre les couvertures la lettre mentionnée un peu plus tôt. Harry, pour cette scène-là, fut joué par 3 bébés différents, les triplés Saunders, car un enfant de cet âge-là est limité par le comité de la protection de l'enfance à ne pouvoir tourner que 20 minutes par jour. Donc, à tour de rôle, ils joueront Harry. Après avoir contemplé quelques instants Harry, nos 3 compères se dirent au revoir. Hagrid enfourcha sa moto et s'envola dans la nuit noire. Dumbledore sortit l'été noir et les lampadaires s'allumèrent tous d'un seul coup. Il vit un chat tournant à l'angle de la rue. Et lui disparut dans un bruissement de cape.
Le 4 Private Drive sera pour ce premier film et le second tourné au 12 Picket Post Close, Bracknell, Berkshire. Mais la rue sera par la suite reconstruite en studio avec 5 maisons de chaque côté. Harry dormait paisiblement, sans se douter que le lendemain il serait réveillé par le cri de Madame Dursley, et que les semaines suivantes il serait pincé par son cousin. Il ne savait pas davantage qu'en ce moment même des gens s'étaient rassemblés en secret dans tout le pays et qu'ils levaient leurs verres en murmurant « À la santé de Harry Potter, le survivant ». Et voilà, c'est tout pour ce premier chapitre. J'espère que ça vous aura plu. Tiens, quel est ce bruit? Oh, une choco-grenouille. Je te laisse la ramasser pour découvrir quel sorcier ou sorcière célèbre il s'agit. C'est peut-être l'occasion de commencer une collection. Bon, moi je te laisse. N'oublie pas de laisser un commentaire. À bientôt.